Salut, salut, c'est Steve, marketeur digital pour DMS. Notre but, évidemment, c'est d'aider nos clients à obtenir plus de clients grâce à Internet. Voilà, en général, on aide nos clients à obtenir entre 30 et 50 clients potentiels par mois. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous partager 8 de mes astuces pour booster votre productivité de 30%. Donc, en gros, ce que je dis ici, c'est que grâce à ces astuces, vous allez être en mesure de tripler votre productivité ou alors de garder la même productivité et avoir du temps qui vous reste pour faire autre chose, pardon, du yoga, passer du temps avec votre blonde ou avec votre chum, peu importe, etc., etc. Passer du temps avec les enfants, peu importe, du sport, etc. Donc, c'est vrai que le titre est un petit peu racoleur, mais c'est la vérité. Depuis que j'utilise ces astuces, je suis vraiment beaucoup plus productif. Donc, là, je fais cette vidéo parce que je me dis, il y a bien des gens comme moi qui n'ont pas envie de lire. Voilà. Donc, si tu ne veux pas lire mon blog, si tu ne veux pas lire mon article, je te comprends. Voilà la version vidéo qui sera peut-être un peu plus interactif, drôle, etc. Je vais me lâcher un petit peu. Je vais peut-être dire des choses politiquement non correctes. J'improvise un petit peu. Donc, si jamais je dis quelque chose qui heurte votre sensibilité, veuillez m'en excuser. Cela vient du cœur, j'essaie de vous aider. Donc, euh, selon moi, pourquoi j'ai créé cet article? J'ai créé cet article parce que ça fait à peu près 2 ans que j'ai ouvert l'entreprise DMS et qu'en 2 ans, bon, je ne suis pas encore Bill Gates, mais j'ai quand même réussi à avoir un petit bagage, voilà, apprendre 2, 3 choses que je partage maintenant. Donc, soit vous connaissez déjà ces choses-là et vous allez être, un, deux, trois, susceptible de me donner d'autres astuces, ou sinon, tout simplement, bah, vous allez apprendre de nouvelles choses. Voilà, tout simplement. Donc, en gros, pourquoi est-ce que je veux sauver du temps? Voilà. Alors, pour moi, le temps, c'est quelque chose de très important. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus important. Il y a des choses plus importantes que le temps. Par exemple, l'amour, l'amitié, être en santé, des choses comme ça. Voilà, c'est plus important que le temps, selon moi. Mais le temps, ça reste quelque chose de très important. Et selon moi, le temps est bien plus important que l'argent. Mais ça, c'est mon avis. Voilà. Voilà, je suis dans le capitalisme, hein, j'ai une compagnie, etc. Donc, on veut évidemment faire des profits, générer des profits, mais le temps reste plus important que les profits, voilà, ou que faire de l'argent. Donc, nous, voilà ce qu'on aime faire avec notre temps chez DMS. Voilà, là, je parle au nom de l'entreprise. Donc, on aime détecter des entreprises qui ont besoin de notre aide. Ça veut dire on aime détecter des gens qu'on peut aider, tout simplement. Voilà. Ensuite, on aime comprendre leurs problématiques, leurs enjeux, leurs besoins, pourquoi est-ce qu'ils veulent vraiment faire quelque chose, etc. Donc, on veut vraiment, en gros, démarrer une relation. On va aider une entreprise qui, à son tour, va nous aider avec un autre besoin. Voilà. Ensuite, ce qu'on aime faire aussi, c'est présenter des solutions adaptées. Ça veut dire qu'on a vraiment bien écouté le problème ou la problématique de l'entrepreneur ou de la compagnie et on va présenter des choses qui répondent à ses besoins. Ensuite, une fois que ça s'est fait, ce qu'on aime faire, c'est livrer ces solutions. Ça veut dire que c'est bien beau de dire qu'on a la solution au problème. Maintenant, il faut livrer la solution. Et aussi, ce qu'on aime bien faire, c'est ce que je suis en train de faire maintenant, c'est partager de l'information qui peut aider les autres. Donc, en gros, ces 5 points-là, on peut les résumer avec une seule phrase. En fait, on aime aider les entreprises. On aime aider. Seulement, voilà, pour pouvoir bien aider les gens, des fois, déjà, numéro un, il faut que je m'aide moi-même ou que j'aide l'entreprise DMS. Voilà, donc il faut qu'on s'aide soi-même. Et aussi, il faut du temps. Ça veut dire que si je n'ai pas le temps, voilà, si je suis tout le temps en train de courir après le temps, ben, je n'aurai pas le temps, par exemple, de faire cette vidéo, donc de créer ce contenu qui pourrait vous aider. Je n'ai pas le temps de bien livrer les solutions. Ça veut dire que mon téléphone est toujours en train de sonner, donc je n'ai pas le temps de me concentrer sur une offre de service ou sur bien écouter ce que vous avez à me dire ou bien lire un email ou bien finir un site web, etc. Donc, pour bien servir, en gros, c'est ça, pour bien servir notre communauté de clients, nos partenaires, nos employés, etc., etc., il faut que nous ayons du temps. Voilà, le temps, c'est la ressource la plus importante.
Il faut évidemment des compétences, mais pour aller chercher des compétences, il faut du temps. Donc voilà, donc c'est tout. Donc moi, l'impression que j'ai, c'est que dans la vie des affaires, comme un peu dans la vie de tous les jours, on dirait qu'il y a une conspiration, que tout le monde essaie de me faire perdre mon temps. Peut-être que je suis un peu paranoïaque, peut-être que vous vous sentez comme ça aussi. Hein, tout le monde est là pour vous faire perdre du temps. Tout le monde vous appelle quand vous faites autre chose, vous envoie une lettre, il faut faire des papiers, il faut faire ci, il faut faire ça. Tout le monde veut votre temps. Les gens veulent votre temps bien plus qu'ils ne veulent votre argent. En fait, la seule raison pour laquelle ils veulent votre argent, c'est pour pouvoir acheter le temps des autres. Par exemple, quand on va au restaurant, c'est parce qu'on a envie de ne pas cuisiner. Voilà, on veut que quelqu'un d'autre passe son temps à cuisiner et nous, on veut juste manger. Et si on pouvait même payer pour que quelqu'un mange à notre place, je suis sûr qu'il y a des gens qui feraient ça aussi. Donc voilà, le temps, c'est vraiment ce sur quoi tout le monde travaille, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas. Donc voilà, donc blague à part, de façon innocente ou non, si on ne protège pas son temps, il y a bien quelqu'un qui va finir par vous le voler. Voilà. Donc voilà un petit peu comment on protège notre temps chez DMS et de façon aussi personnelle. La première chose, la première astuce, c'est que personnellement, j'attribue un taux horaire à mon temps. Voilà, ça veut dire que je pense que malheureusement, dans le capitalisme, les gens n'ont tendance qu'à respecter l'argent. Ils ne respectent pas nécessairement le temps d'une personne, voilà, mais ils vont peut-être dire, oh là là, ce monsieur-là, il me coûte 300 $ à chaque fois que je vais le voir, je vais peut-être pas aller le voir tout le temps, je vais peut-être pas le déranger. Voilà. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle le taux horaire. Voilà. En fait, c'est une façon de protéger son temps. Ce qu'on dit, en essence, c'est, voilà, je vais effectuer une tâche pour toi où je vais te donner mon temps. En échange, tu vas me payer un certain montant d'argent. Voilà. Plus ce montant est cher, moins cette personne va se faire déranger puisqu'il y aura moins de personnes qui auront les moyens de se payer son temps. Voilà. Donc, en gros, voilà un petit peu. Donc, personnellement, avant même d'arriver à un certain niveau d'affaires, ce que je fais, c'est que j'attribue un taux horaire à mon temps. Donc, que peu importe où j'en suis dans mon développement des affaires ou le développement de l'entreprise, je me dis que minimalement, voilà, je vais vous donner un exemple, minimalement, j'aimerais minimalement, à la fin de l'année, j'aimerais que mon salaire, soit de 300 000 $. Voilà. Donc, 300 000 $, je le divise par 2000, qui est le nombre approximatif d'heures travaillées dans une année, et ça me donne 150 $ par heure. Voilà. Donc, en essence, ce que je dis ici, c'est que mon temps, si je veux 300 000 $, si je pense que je vaux 300 000 $, il faut que je me concentre sur les tâches qui me rémunèrent 150 $ de l'heure ou plus. Et tout ce qui est en dessous de ce taux horaire, ce sont des tâches que je dois réussir à déléguer. Voilà. Donc déjà, en faisant cet exercice-là, certains d'entre nous vont devenir un peu plus humbles et vont baisser un petit peu leur taux horaire parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils ne sont pas capables de déléguer des choses en dessous de 150 $ de l'heure. Voilà, ils vont se dire, oh là là, on ne peut pas payer 100 $ de l'heure pour quelque chose. Voilà, donc on va baisser un petit peu, on va devenir un peu plus humble, mais on peut le faire avec n'importe quel chiffre. Si vous voulez, par exemple, dire que, écoutez, moi, je pense que je vaux 60 000 $ par année, par exemple, eh ben, vous prenez votre calculatrice, vous faites 60 000, voilà, vous le divisez par 2000, ça va sûrement faire 30 $, voilà. Ça fait 30 $ de l'heure. Donc, toutes les tâches qui coûtent, que vous n'accepteriez pas de payer plus que 30 $ de l'heure pour le faire, vous le faites vous-même. Toutes les tâches que vous pensez qui coûtent 30 $ de l'heure ou plus, là, l'inverse, vous les déléguez, pardon. Toutes les tâches qui sont en dessous de votre taux horaire, vous les déléguez. Toutes les tâches qui sont au-dessus, vous les faites vous-même. Voilà. En gros, voilà un petit peu ma recette. Donc, moi, admettons que je vais faire 300 000 $ par an, et ben dans ce cas-là, je ne dois pas faire de tâches que je n'accepterai pas de payer quelqu'un d'autre 150 $ de l'heure pour la réaliser. Voilà. Donc, voilà, je pense que ça, c'est simple à comprendre comme concept. Donc, je passe à l'astuce numéro 2. Donc, l'astuce numéro 2, évidemment, ça coule de source, il y a un sens logique. Tu vois, quand j'ai écrit mon article, j'ai quand même réfléchi à une suite logique. L'astuce numéro 2, c'est de déléguer. Donc là, toutes les tâches que vous allez considérer
à faible valeur ajoutée, donc en dessous de votre taux horaire, vous les déléguez. Alors, ça, c'est assez compliqué à faire. Parce qu'en fait, pour plusieurs raisons, je pense qu'il y a des raisons un petit peu sociologiques qui font que lorsqu'on a grandi, on a toujours appris à travailler, 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 travailler. Voilà, on va à l'école, on doit apprendre, apprendre, apprendre par soi-même, voilà, réviser, 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 étudier, étudier. Et lorsqu'on est devant la feuille, travaille tout seul. Tac, tac, tac. Donc, l'école nous a conditionnés à être un employé qui fait une tâche, qui fait un travail qu'on lui a donné. Donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a du mal à déléguer. On n'est pas habitué à confier un travail à quelqu'un et se dire que ce travail ne va pas être fait exactement de la même façon qu'on l'aurait fait nous-mêmes. Voilà. Donc, c'est un petit peu la façon dont le système nous apprend à travailler lorsqu'on est jeune, soit à l'école, soit à la maison. En général, on va dire aux gens, faites votre travail vous-même, faites votre vaisselle, faites ceci, lave ton linge, truc, cela. Donc, tout le monde travaille un petit peu en silo. Et donc, c'est très difficile pour un chef de petite entreprise ou un travailleur autonome qui a toujours eu cette mentalité euh, qui lui a été imposée depuis qu'il est jeune. C'est très difficile pour lui de dire, ouh là là, je vais déléguer, je vais laisser à quelqu'un d'autre le soin de faire la tâche que je devrais faire moi-même. Voilà, c'est un petit peu ce sentiment de culpabilité qui existe. Et puis aussi, la deuxième raison, c'est que pour déléguer, il faut des ressources. Ça veut dire que si vous voulez déléguer à quelqu'un, il faut pouvoir le payer, et il faut aussi pouvoir le former ou lui expliquer la tâche, lui expliquer aussi vos attentes, etc. Donc ça prend du temps. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Mais en fait, la vraie raison pour la raison principale pour laquelle les gens ont du mal à déléguer, c'est parce que ils veulent sauver des coûts, voilà, ou contrôler la qualité du livrable. Donc, moi, je ne pense plus comme ça. Moi, voilà, maintenant, je délègue. Pourquoi je délègue? Ben, tout simplement parce que, numéro un, je préfère le temps à l'argent. Voilà, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Numéro deux, je comprends que je ne peux pas exceller dans tout. C'est-à-dire, par exemple, nous faisons du marketing numérique, donc nous créons des sites web et nous faisons de la publicité en ligne. Et ben, dans ces deux tâches-là, site web et publicité en ligne, il y a des multitudes de sous-tâches. Il faut savoir gérer des serveurs, il faut être bon en rédaction, il faut être bon en Photoshop, il faut être bon en prototypage, il faut être bon en WordPress, il faut être bon en code HTML, il faut être bon à gérer des petits problèmes qui surviennent de dernière minute, il faut être bon pour parler aux clients, il faut être bon pour faire etc., etc. Il y a facilement une centaine de tâches dans ce que l'on fait chez DMS. Donc, si j'essayais de faire tout moi-même, je pourrais avoir peut-être un ou deux clients à la fois. Je ne pourrais pas aider beaucoup de gens. Je ne pourrais pas faire grandir la compagnie. Voilà. Je ne pourrais pas profiter du beau temps. Je ne pourrais pas rédiger cet article. Je ne pourrais pas, etc., etc. Donc, je ne peux pas exceller dans tout. Il faut des gens qualifiés dans chaque endroit. Et je ne peux pas être partout en même temps. Voilà. Et aussi, je veux éviter un burn-out. Donc, comment ou à qui déléguer? Ça, c'est la question à 1 million de dollars. Donc, euh, personnellement, lorsque j'ai commencé, voilà, je ne roulais pas sur l'or. Donc, je n'ai pas pu nécessairement, dès le début, déléguer à des pigistes ou des employés ou des partenaires, peu importe. Donc, j'ai commencé par déléguer à mon système. Par exemple, j'ai un calendrier Google auquel je délègue le soin de me dire quand est-ce que j'ai des réunions. J'ai un système qui permet aux gens de céduler un rendez-vous avec moi sans avoir besoin de m'appeler ou de m'envoyer des courriels pour qu'on fasse des allers-retours. Voilà. J'ai un système de gestion de projet qui nous permet chez DMS d'être bien organisé, de savoir combien de temps est passé sur quel projet, etc., etc. Donc, créer des systèmes et faire le plus possible de l'automatisation. Si jamais vous avez une tâche à faire effectuer, au lieu de la faire rapidement parce que vous avez envie de sauver du temps et je vais le faire, ça prend juste 5 minutes, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser votre cerveau et de trouver une façon de déléguer ça à votre système. Alors oui, peut-être que ça va prendre une demi-heure au lieu de 5 minutes la première fois, mais après, vous n'avez plus à le faire par rapport à celui qui, oh, ça va juste prendre 5 minutes, je le fais maintenant.
Ben lui, 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes égale, il ne voit jamais sa femme et ses enfants parce qu'il est toujours en train de faire des petites tâches. Voilà. Donc, systématisation. Automatisation. Si vous pouvez automatiser et donner les tâches à un logiciel ou quelque chose comme ça, intelligence artificielle, peu importe, faites-le. C'est toujours mieux de déléguer à un système plutôt que de déléguer à une personne. Voilà. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Déjà, un, ça coûte moins cher. Voilà. Deux, le système ne va pas tomber malade, le système ne va pas vous dire que ça ne tente plus de faire ça aujourd'hui, le système ne va pas vous envoyer, va pas ne pas venir au travail et vous dire ah bah finalement je démissionne et puis tes 2 semaines de préavis je m'en fous. Voilà. Donc c'est malheureux, mais si vous pouvez déléguer un système, déléguer un système. Voilà. Entre si vous avez le choix, c'est toujours mieux de passer par l'automatisation que de passer pour des petites tâches à faible valeur ajoutée que de passer par un être humain. Bon, c'est désolé, c'est dommage, mais c'est comme ça. Si ensuite vous avez des tâches à plus haute valeur ajoutée, par exemple, vous avez besoin d'un chargé de projet, vous avez besoin d'un chargé de compte, vous avez besoin d'un comptable, etc., bah là, c'est mieux d'employer quelqu'un ou de travailler avec un sous-contractant. Par exemple, voilà, moi, notre comptable, ce n'est pas un comptable, ce n'est pas un employé temps plein, parce que ce ne sera pas justifiable, mais c'est quelqu'un qui passe peut-être un 4-5 heures par mois sur la comptabilité de DMS. Voilà. Astuce numéro 3, n'avoir des rencontres que lorsque c'est nécessaire. Donc ça, c'est assez simple, que ce soit en entreprise, que ce soit en tant qu'employeur, peu importe, que ce soit dans le monde des non lucratifs, etc. N'avoir des rencontres que lorsque c'est nécessaire. Voilà. Je n'ai pas vraiment étudié sur le sujet, mais je suis sûr que c'est la plus grosse perte de temps dans le monde professionnel, les rencontres. Voilà. Donc, énormément de rencontres ne devraient pas avoir lieu. Pour moi, une rencontre, ou un meeting, c'est un moment dans lequel on a vraiment besoin que tous les participants soient là parce qu'on va peut-être prendre des décisions. Voilà. Donc, quand il faut prendre des décisions, il va y avoir des échanges, des arguments, etc., des chiffres, et ensuite on va prendre des décisions. Ça, c'est une bonne réunion. Mais pour le reste, je ne vois pas vraiment de raison de se rencontrer. Voilà. Si vous voulez donner de l'information, une rencontre n'est pas la meilleure façon de faire cela. Si vous voulez, peu importe, je ne vais pas perdre de temps là-dessus, mais en gros, assurez-vous que les rencontres soient nécessaires. Voilà ce que moi je fais. Moi, personnellement, j'essaie toujours d'éviter les rencontres. Voilà, j'ai toujours fait ça. Donc, voilà. Et la plupart des employés, hein, bémol, quand vous êtes dans une grosse entreprise et que vous avez des employés qui sont tout le temps dans des rencontres, c'est parce qu'en fait, ils ne veulent pas travailler. Donc, si vous avez une compagnie qui a beaucoup de rencontres, regardez un petit peu. Si vous voyez quelqu'un qui est souvent en rencontre, coachez-le un petit peu. S'il continue toujours en rencontre, c'est qu'il n'a pas vraiment envie de travailler. Voilà, c'est un petit peu capitaliste ce que je viens de dire là. Mais c'est quand même la vérité. J'ai été employé aussi et j'ai vu ça en tant qu'employé. Voilà. Donc, voilà moi ce que je fais pour éviter ou pour m'assurer plutôt qu'une rencontre ne soit pas une perte de temps. Numéro un, je demande toujours l'ordre du jour en avance. Je veux savoir qui va être à la rencontre, donc qui va assister. Je veux savoir quel est l'objectif de la rencontre et je veux savoir quels sont les points qui vont être discutés pendant la rencontre. Voilà. Si je m'aperçois qu'il n'y a pas d'objectif ou que l'objectif n'est pas clair ou que je n'ai pas de plus-value dans cette rencontre, ça veut dire que ma participation ne va rien apporter. Dans ce cas-là, je contacte la personne qui a créé cette rencontre et je lui demande pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être là. Évidemment, je le fais poliment, mais je veux savoir pourquoi est-ce que je dois venir à cette rencontre, qu'est-ce que je vais apporter. Et souvent, juste en faisant ça, la personne vous dira, ah, c'est vrai que finalement, pas besoin que vous soyez là, etc. Voilà. Donc, est-ce que ma présence va bonifier la rencontre? Et voilà, je refuse la rencontre s'il n'y a pas de valeur ajoutée, soit si je n'apporte pas de valeur ajoutée, ou si la rencontre ne m'apporte pas de valeur ajoutée. Donc, voilà. Astuce 4, éviter de se déplacer pour des rencontres, des meetings. Alors ça, c'est aussi très important. Juste avec cette astuce-là, vous allez sauver énormément de temps parce qu'un meeting, ça coûte cher.
Déjà, c'est 1 et demie, 2 heures d'être physiquement à un endroit et de ne pas être capable de faire autre chose que d'être dans ce meeting-là. J'ai même vu, moi, des meetings, quand j'étais dans une grosse corporation à Montréal, j'ai vu des meetings où tous les participants avaient leur ordinateur et pendant le meeting, tous les participants étaient en train de travailler sur autre chose que le meeting. Donc, c'était vraiment une plaisanterie de très mauvais goût. Mais c'était ça, les meetings dans cette boîte-là. Donc, ça coûte cher. Voilà, les gens ont autre chose à faire. Ça 1 heure ou 2 heures physiquement d'être là. Ensuite, il faut y aller à la rencontre. Voilà. Donc, si vous êtes déjà sur place parce que c'est une compagnie, ça va, ça prend juste 4-5 minutes. Mais si vous êtes une compagnie ou un travailleur autonome ou une chef de petite entreprise, bah, faut prendre la voiture. On va conduire une petite demi-heure pour se rendre à l'endroit, voilà, ou 1 heure. Ensuite, il va falloir se garer. Donc, si c'est en ville, à Montréal ou dans une grande métropole, à Paris ou autre, alors là, on va perdre 20 minutes, une demi-heure pour se stationner. Ensuite, on marche pour aller à la rencontre. Ensuite, on passe 2 heures à la rencontre. Ensuite, on repart au parking, voilà, à l'aire de stationnement. Et ensuite, ben, on rentre chez soi, on repart quelque part d'autre. Donc, c'est facilement un 2 à 4 heures de perdu. Voilà. Surtout si le meeting n'est pas efficace. Donc, pour toutes ces raisons-là, moi, j'y vais plus. Ça coûte cher en essence, ça coûte cher en temps, ça coûte cher en argent pour se garer, etc. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, ça pollue, c'est nul. Donc, moi, je n'y vais plus. Donc, nous, chez DMS, on utilise un outil de Google qui s'appelle Google Meet. C'est un outil de vidéoconférence. Ça nous permet de faire nos meetings à distance. Voilà. Donc, si j'ai un meeting à 17 heures, à 16h59, j'appuie sur le bouton et je suis prêt. J'ai perdu 10 secondes. Voilà. Ça me permet de partager mon écran. Ça me permet d'enregistrer des vidéoconférences de qualité. Hein, la vidéo est de qualité. On interagit avec la personne. Tout ce qui nous manque, c'est d'être capable de le toucher. Mais on n'en a pas besoin. Et dans le futur, je suis sûr que bientôt, ils vont avoir des hologrammes ou des choses où on pourra voir la personne. Ou alors, on va mettre un casque réalité virtuelle, et puis on voit le gars, on lui parle, il est assis à la rencontre, mais on n'a pas bougé, on n'a pas perdu de temps. Donc, éviter de se déplacer pour des rencontres. Numéro 5, planifier les meetings automatiquement. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Là, quand vous arrivez sur notre site, par exemple, de DMS, vous allez voir, il y a un bouton qui dit céduler un appel de stratégie en haut à droite. On a mis un bouton à peu près similaire en bas à droite, parler à un stratège. Quand vous cliquez là-dessus, ça va vous amener sur un calendrier sur lequel vous pouvez nous booker à votre convenance. Voilà, l'idée, c'est que on n'a pas envie de perdre 10, 15, 20 minutes à céduler une rencontre. Voilà. Et c'est des choses qui arrivent. Donc, il y a des outils qui permettent de ne pas perdre ce temps-là. Nous, on utilise Calendly, mais il y a énormément d'outils qui existent sur le marché. Voilà. Nous investissons 15 dollars par mois pour utiliser Calendly, voilà la version payante, qui me fait sauver à peu près 30, 15 peut-être à 15 à 30 minutes par jour. Donc voilà, ça fait à peu près 2 heures, ça fait 2 à 3 heures par semaine. C'est quand même énorme. Voilà. Alors, qualifier les prospects. Alors, attendez, avant de parler de l'astuce numéro 6, je reviens sur l'astuce 5, donc planifier les meetings automatiquement. Pour moi, ça n'a aucun sens de donner cette tâche-là à une assistante administrative, etc. Ça n'a vraiment aucun sens de faire cela. Je pense aujourd'hui que si j'étais une assistante administrative, je chercherais un autre job parce que au bout d'un moment, les business vont finir par se rendre compte que ça coûte cher d'avoir quelqu'un pour faire des petites choses qui peuvent être faites automatiquement ou avec un tout petit peu plus d'organisation ou avec l'intelligence artificielle, etc. Donc, en tant que business, je ne vous recommande pas de prendre, d'engager quelqu'un pour booker des réunions, pour s'assurer que quelqu'un ait bien reçu un email, pour dire bonjour à quelqu'un qui rentre dans votre bureau. C'est bien sympathique, mais c'est une perte de temps, une perte d'argent énorme que je vous recommande plutôt de dépenser en marketing pour avoir d'autres clients. Donc voilà, ça c'était un petit astérisque, mais en fait, ça veut dire quand vous pouvez systématiser ou automatiser quelque chose, voilà, c'est mieux que de prendre quelqu'un pour le faire.
Astuce numéro 6, qualifier les prospects. Donc, qualifier les prospects, qu'est-ce que c'est? Vous êtes en affaires, donc si vous êtes en affaires, vous faites de la vente. Si vous faites de la vente, bah, vous avez des clients potentiels. En anglais, on dit prospect, ça va plus vite, prospects. Mais des fois, je vais dire prospect ou client potentiel. Donc, le client potentiel, c'est la personne qui rentre en contact avec vous parce qu'il aimerait peut-être que vous l'aidiez avec quelque chose, soit que vous lui vendiez un produit ou un service. Voilà. Donc, un prospect, ça peut vous faire perdre énormément de temps parce qu'il y a des prospects qui ne sont pas, qui ne sont pas qualifiés. Cela veut dire que ce sont des prospects qui n'ont pas réellement besoin de votre service, ou alors ils n'ont pas vraiment les moyens de se procurer votre produit ou service, ou alors ils ne rentrent pas dans votre cible. Par exemple, si vous desservez les compagnies de 50 à 100 employés, peut-être qu'un prospect qui a une compagnie de 300 employés, c'est pas votre cible. Et inversement, si vous avez un prospect qui a 5 employés, c'est pas votre cible non plus. Donc, l'idée, c'est de passer un petit peu de temps, un appel, où on va essayer de qualifier le prospect. Voilà. Donc, en fait, nous, sur le web, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des formulaires qui nous permettent de préqualifier le prospect. Donc, on pose quelques petites questions pour un peu voir qui est qui est la personne. Voilà. Et ensuite, lorsqu'on va l'appeler la première fois, le but de l'appel n'est pas d'effectuer une vente. Le but de l'appel n'est même pas vraiment de donner envie d'avoir notre produit, etc. Le but de l'appel, c'est de poser le plus de questions ciblées possible pour pouvoir qualifier la personne, savoir si elle a vraiment les moyens, si elle a vraiment un vrai besoin, une vraie raison de changement, et aussi savoir si on va pouvoir la servir. Voilà. Si ces trois conditions sont réunies, là, on va essayer de booker, de céduler une réunion ou un appel où on va leur proposer une solution. Voilà. Mais s'ils ne sont pas qualifiés, on va arrêter d'investir trop de temps dans dans, 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 dans cette relation. Voilà, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus parler aux gens du tout, mais ça veut dire qu'on va utiliser des systèmes automatisés qui vont, eux, faire un suivi régulier avec les prospects. Ça peut être des emails, ça peut être la gestion de communauté, ça peut être plein d'autres choses. Donc, automatiquement, le système va continuer à parler automatiquement avec le client potentiel. Et lorsque le client potentiel est un petit peu plus proche du cycle de vente, là, on va pouvoir recommencer la relation 1 à 1. Voilà. Donc, ne pas passer trop de temps sur les clients non qualifiés ou les prospects non qualifiés plutôt. Astuce numéro 7, ne pas travailler avec des clients mal organisés. Donc ça, c'est une astuce qui est très compliquée à cause de la nature de la relation avec un client. Malheureusement, à cause de l'argent, le client va avoir une fâcheuse tendance à se dire je paye, donc c'est moi le chef. Ce qui est vrai, mais il faut quand même qu'il y ait un certain équilibre. Voilà. Donc, si vous êtes dans une relation déséquilibrée, ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup de clients et le client le sent et donc, comme il le sent, bah, il sait que vous avez besoin de lui et il se met à vous malmener un petit peu. C'est difficile, mais c'est un petit peu comme ça en début de parcours. Bon courage, mais après quelques années, il faut faire un petit peu de tri. Voilà. Donc, il faut essayer de ne pas travailler avec des clients mal organisés, peu importe s'ils vous payent beaucoup ou pas. Parce qu'un client mal organisé, ça va être très difficile pour lui de vous payer assez, parce qu'il va vous faire perdre du temps, perdre de l'énergie. Peut-être certains de vos employés vont partir à cause de ces clients. J'ai déjà vu ça. Voilà, parce qu'ils en ont marre, ils font un burn-out, ils en ont marre de ce client. Ça va endommager votre capacité de servir votre communauté. Qui est votre communauté? Vos clients, vos employés, vos partenaires, etc., etc. Donc, tous les gens que vous servez, finalement, euh, vont être impactés par ces mauvais clients. Donc, si vous en avez un, ça peut encore aller, mais si vous avez deux ou trois ou peut-être quatre clients mal organisés, là, vous allez être dans une situation très pénible à gérer.
Voilà. Donc moi, je vous recommande de ne pas travailler avec des clients mal organisés parce que en fait, les clients mal organisés ne vous respectent pas, tout simplement. Le respect, c'est de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'ils nous fassent. Et voilà, certaines choses que les clients vous font lorsqu'ils sont mal organisés, c'est des choses qui, de toutes les façons, ils n'aimeraient pas que leurs clients leur fassent à eux. Donc, c'est un manque de respect, tout simplement. Donc, et puis en plus, vous pouvez être le plus organisé du monde. Si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas protégé des clients mal organisés, ça va avoir un impact sur vous. Donc, voilà les trois alternatives auxquelles j'ai réfléchi. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est les trois qui me viennent en tête. Numéro un, il faut refuser les clients désorganisés. Donc, on refuse. Numéro 2, on aide les clients à mieux s'organiser. Voilà. Donc, on leur fait comprendre comment est-ce que leur organisation actuelle nous impacte négativement et on leur donne des petites astuces, des petits processus à suivre, etc. Donc, ça peut marcher. 60% du temps, ça marche. Hein. On commence un projet, on a une réunion de kick-off, on explique un peu le processus, les attentes, comment on discute, etc. Voilà. Sinon, la troisième alternative, c'est de faire payer le client pour son manque d'organisation. Ça veut dire que ces clients-là, pour tout ce qui est, on les facture à l'heure, pour tout ce qui est, voilà, on les facture à l'heure. Donc voilà, si on travaille 12 heures, il va nous payer 12 heures. Si on travaille 30 heures, il va nous payer 30 heures. Ces approches sont assez difficiles. Déjà, à cause de la nature de la relation avec le client, c'est dur de dire non à un client, ou c'est dur de forcer un client à respecter un processus, ou c'est dur de dire à un client, bah, maintenant tu vas me payer à l'heure parce que ça marche pas, tu es tout croche. C'est très dur de faire tout ça. Donc, de plus, si vous travaillez à l'heure sur un mandat, ça peut aussi jouer en votre défaveur parce que si vous êtes bon dans ce que vous faites, peut-être que vous finissez par le faire plus rapidement en 2016 que vous le faisiez en 2012 parce que vous améliorez, etc. Donc, en vous améliorant, ce qui se passe, c'est que vous allez être payé moins cher parce qu'en fait, en réalité, vous n'êtes pas censé être payé pour votre temps, vous êtes censé être payé pour la valeur que vous ajoutez. Je vous donne un exemple. Un site internet, ça coûte pas 2000 $ parce que ça prend 50 heures ou 100 heures à faire. Ça coûte 2000 $ parce que ça aide une entreprise à faire 8000 $. Voilà. Donc, normalement, vous n'êtes pas censé être payé pour votre temps, vous êtes censé être payé pour la valeur que vous ajoutez. Donc, je n'aime pas trop cette relation de faire payer le client à l'heure. Voilà. Aider les clients à mieux s'organiser, ça peut marcher. En général, ça marche. Mais il y a certains clients, peut-être un 10, 15, 20% des clients avec lesquels ça ne marche pas. Ils vont être tout croche. Ils vont vous envoyer les factures dernière minute sur votre table, sur votre bureau. Ils vont dire on a besoin demain. Donc, ces gens-là, on leur parle, on les prévient, et puis après, on arrête de travailler avec eux, tout simplement. Astuce numéro 8. Alors, c'est la dernière astuce. Donc, mettre des processus en place. Voilà, ça, c'est simple. En fait, la raison pour laquelle on met des processus en place, c'est pour sauver du temps sur du long terme. Donc, les processus, c'est vrai que la mise en place des processus peut être pénible, mais une fois qu'un processus est mis en place, on n'a plus besoin de retravailler sur cette tâche nécessairement. Ça veut dire que, en gros, la première fois que je fais une tâche, que je découvre, je vais la faire jusqu'à ce que que je la maîtrise. Lorsque je la maîtrise, je vais la documenter. Donc, soit de manière vidéo, soit de manière un document Google Doc ou Word, peu importe. Et ce document-là, lui, va permettre à la prochaine personne qui va rentrer de faire la tâche et de ne pas avoir à me demander comment faire, puisque tout est documenté. Voilà, voilà tout simplement. Donc, c'est documenté, pas besoin de me demander. Donc, grâce au processus, pas besoin de réfléchir trop longtemps lorsqu'on doit accomplir une tâche. On a juste à regarder le processus et l'accomplir. Pas la peine de contacter un membre de l'équipe pour savoir où se trouve un document. Pas la peine de passer du temps à former les nouvelles personnes, etc. Donc voilà, évidemment, il y a plein d'autres astuces. Par exemple, utiliser les documents collaboratifs de type Google Doc ou Microsoft Office 365 au lieu d'écrire sur Word et après faire une version 1, version 2, version 8, version 8-2. Ça n'a aucun sens de faire ça.
Donc voilà, ça, ce serait une autre astuce. Et honnêtement, il y aurait, je pourrais vous dire comme ça, facilement une centaine de choses. Donc, j'espère du fond du cœur que ces 8 astuces vont vous aider. Si vous connaissez des gens qui ont des petites difficultés d'organisation, partagez-leur cette vidéo ou l'article. Si jamais vous voulez en savoir plus sur comment est-ce qu'on pourrait vous aider à être plus productif, comment on pourrait vous aider à mettre en place des processus pour un processus de vente, par exemple, un processus d'acquisition de clients potentiels, un processus de production. Donc, si vous avez des questions de ce type-là, vous pouvez cliquer sur le bouton céduler un appel de stratégie ou parler à un stratège, c'est la même chose, et nous céduler à votre convenance et on va se faire un plaisir d'écouter un petit peu vos problématiques et de trouver des solutions pour vous. Donc, merci beaucoup et à bientôt.